Bonjour, Olivier de Maison-Rouge, je suis avocat et docteur en droit, également intervenant à l'école de guerre économique et j'accompagne des entreprises, des institutions, des structures dans le cadre de la protection de leurs données et sur les questions de souveraineté économique et surtout juridique. L'auteur de plusieurs ouvrages, d'abord en droit sur le droit du renseignement, sur les cyber-risques, la cybersécurité chez LexisNexis, mais encore, je viens de clore une trilogie sur la guerre économique qui a commencé par penser la guerre économique, survivre à la guerre économique et désormais gagner la guerre économique, notre sujet. Pour aborder la question de la guerre économique, il faut comprendre d'abord ce que revêt cette notion, ce concept, qui n'est pas toujours aisé à comprendre, bien que l'expression soit couramment admise. La guerre économique est d'abord plus qu'une doctrine, c'est un véritable concept qui n'est pas nouveau, qui est même très lointain dans l'histoire des hommes, qui a toujours été finalement une forme de rivalité, de conflictualité dans le champ économique. Certaines guerres ont pu être menées également au nom d'intérêts économiques, et c'est là où, quelque part, on peut déterminer certaines règles fondamentales, et à savoir les objectifs de guerre par rapport à des guerres plus conventionnelles, armées ou létales, à savoir conquérir des espaces, des marchés en l'occurrence en matière économique, commerciale ou industrielle, ou bien réduire un adversaire qui se traduit sur le plan économique sur le fait de mettre à terre un concurrent ou de l'empêcher de gagner lui-même des parts de marché. C'est-à-dire créer finalement une forme d'hégémonie, de domination sur un marché considéré. Voilà ce qui peut être la définition de la guerre économique, donc ce rapport de puissance, ce rapport de force dans l'espace économique. Cela doit néanmoins ne pas être assimilé à d'autres notions qui sont parfois voisines et sans doute mal comprises, à savoir l'économie de guerre qui, là pour le coup, c'est l'emploi et la mobilisation des ressources dans le cadre d'un conflit, pour le coup, létal, armé, et c'est l'industrie qui est mise en œuvre, mise en branle pour fournir les armées. L'économie de guerre, ça a été théorisé, cela est apparu notamment pendant les guerres totales qu'ont été la guerre de 14-18 et puis la guerre de 39-45 ensuite pour remobiliser l'industrie contre les armées du Reich en partie ou à l'inverse fournir la Wehrmacht pour l'industrie allemande. Mais ça n'est pas le même concept que la guerre économique. De la même manière, la guerre économique n'est pas faire la guerre à l'économie. Cela est souhaité ou souhaitable pour certains tenants d'une certaine philosophie anticapitaliste notamment et bien évidemment antimondialiste, et c'est faire la guerre à l'économie pris sous l'angle de ses capitaux sur l'outil de travail, et en aucun cas la guerre économique ne se conçoit de cette manière-là. C'était même largement étranger à cette notion, puisque la guerre économique, au contraire, c'est précisément gagner et affirmer la puissance de l'économie sur une autre. En l'état des choses, donc cette guerre économique, elle peut se traduire par plusieurs biais, par plusieurs éléments, par plusieurs leviers. Et évidemment, s'il s'agit d'une guerre économique, il y a des armes. Les armes peuvent être aussi bien des règles douanières, des normes, des droits de propriété intellectuelle, des actes de parasitisme, de concurrence, déloyale évidemment, et surtout de règles asymétriques qui permettent précisément finalement d'instrumentaliser ces rapports de force dans le champ économique et d'asseoir cette hégémonie commerciale, industrielle pour une puissance. Ce qui fait que cette guerre économique, comme la guerre elle-même, est souvent livrée par des États, et en tout cas les États et les administrations sont à la manœuvre. C'est souvent l'emploi de cette force économique par des structures, la plupart du temps, à visée impérialiste, et l'on peut facilement, à la lueur de l'économie moderne, ranger que ce soit les États-Unis d'Amérique ou bien la Chine comme étant des grands opérateurs actuels de la guerre économique. La guerre économique peut aussi se concevoir par des sanctions économiques, c'est-à-dire qu'une puissance s'arroge le droit de pouvoir émettre et décider des sanctions à l'égard d'autres pays, d'autres États, et c'est un peu ce que l'on voit à l'heure actuelle avec l'extension du droit américain, ce qu'on a appelé également l'extraterritorialité du droit américain. Nous y reviendrons s'agissant de l'arme du droit comme arme de guerre économique, mais c'est aussi le cas, on le voit, lorsqu'il ne s'agit pas de rapport de force armé d'un État contre un État, comme c'est le cas actuellement contre la Russie, compte tenu des sanctions économiques qui ont été décidées par les États-Unis et les puissances alliées de l'OTAN. Donc,
en l'état des choses, le droit est également donc un levier de cette guerre économique qui a été instrumentalisé, manipulé, devrais-je dire, et cela est le fait en grande partie des États-Unis, fort de leur puissance, fort de leur hégémonie, de fait d'avoir pu étendre finalement leurs leviers, leurs ressources, que ce soit financière grâce au dollar, que ce soit économique, en façonnant finalement un monde à leurs mains, notamment avec le statut de l'OMC, auquel les pays de l'économie libérale ont adhéré, et donc ce faisant, c'est ce qui a institué la globalisation. Ce qui me conduit d'ailleurs à ce titre à marquer une différence entre mondialisation et globalisation, qui sont souvent des notions voisines, mais trop souvent assimilées. Mondialisation, finalement, ça n'est que l'économie internationale, ce qui a existé de tout temps. Que l'on songe à la République de Venise, que l'on songe à Gênes, ou bien aux Phéniciens, ce sont des puissances qui se sont construites sur l'économie, par l'économie, pour l'économie, et qui ont su mener des visées commerciales grâce à des routes qu'ils ont construites, et cela, des routes commerciales précisément, et c'est ce qui nous permet de dire que l'économie était déjà mondiale durant de nombreuses époques de l'histoire des hommes. A l'inverse, la globalisation, qui est véritablement ce champ de rivalité économique en réalité exacerbé, la globalisation, c'est vraiment l'extension d'un seul et même modèle, d'un seul et même système économique à l'échelle du globe. Et depuis la chute du mur du Berlin et l'effondrement de l'économie socialiste marxiste, eh bien, les États-Unis se sont arrogés une puissance de vainqueur en matière économique. Ils ont pu étendre leur modèle, on va dire, financier et médiatique, qui a fait toute leur force durant 30 ans durant, et a davantage vassalisé finalement les économies périphériques, et notamment européennes. C'est ce qui a permis non seulement d'asseoir cette puissance, mais également d'asseoir donc par conséquent le droit. Les entreprises internationales, notamment françaises, qui ont voulu aller conquérir des marchés sur cet espace globalisé, ont utilisé finalement les mêmes règles du jeu qui ont été imposées par les États-Unis et de fait se sont retrouvées contraintes, voire soumises à ces mêmes règles. Et de fait, dès lors que l'on parle de règles, il s'agit bien du droit et ce fameux extraterritorialité du droit, parce que ce faisant, les entreprises se sont volontairement soumises à des normes, à un environnement juridique qui au départ n'était pas le leur. Ce faisant, c'est autant de risques et de vulnérabilités qui ont été créés, générés, et qui ont permis derrière de faire du droit une arme qui a réduit, en tout cas porté atteinte à des entreprises, des grands fleurons industriels. Ça a été l'épisode des affaires Alstom, mais c'est encore BNP Paribas, c'est Total, c'est Technip, c'est Siemens, c'est autant d'entreprises qui ont été touchées, j'allais dire en plein cœur, Airbus encore récemment, qui sont véritablement des fleurons industriels, qui avaient des visées conquérantes en matière industrielle et commerciale et qui ont été freinées et affectées dans leur élan, que ce soit parce qu'elles ont été démantelées, ça a été le cas d'Alstom, ou alors qui ont fait l'objet de chantage économique comme BNP Paribas ou Société Générale ou le Crédit Agricole, à devoir payer de très fortes amendes au Trésor américain. Donc voilà en réalité comment comment se construit, se conçoit cette guerre économique contemporaine et combien il faut savoir faire face, d'abord en avoir conscience, ne pas être naïf par rapport à ces rivalités, ne pas oublier que si les États-Unis ont pu asseoir leur suprématie, aujourd'hui, dans le monde actuel, se dessine une autre hyperpuissance alternative, qui est la Chine, qui a construit tout autant, comme un plan Marshall auparavant, des moyens de financer des États, de nouer des accords bilatéraux avec d'autres États, qui sont désormais sous leur domination, et de fait qui vont pouvoir asseoir tout autant leur hégémonie, leur puissance. Donc finalement, c'est la construction d'un empire concurrent qui, tôt ou tard, sera en capacité de dicter ses propres règles. Donc il y aura d'autres champs de rivalité. Tout ça nous ramène finalement à comprendre que ce monde qui évolue,
tel qu'il existe à ce jour, on tombe dans une nouvelle bipolarité. C'est-à-dire que l'hégémonie américaine avait construit vraiment un monde unipolaire, avec une seule et même puissance capable d'afficher donc cette hégémonie et d'être en mesure de dicter ses règles, ses lois et, le cas échéant, de pouvoir sanctionner. Avec la montée en puissance de la Chine, on le voit, la ligne de rupture est actuellement ancrée quasiment à la frontière asiatique européenne. Et ce sont deux mondes qui s'affichent et qui s'opposent très clairement. Au milieu de cela, il y a l'Europe. L'Europe, en grande partie inscrite dans le monde occidental, mais surtout parce que pendant presque 500 ans, dans l'histoire des hommes et de l'économie, l'Europe a été un modèle et l'épicentre du monde commercial. Là où la Chine a connu une période d'effacement et où les États-Unis, au contraire, ont connu une période de montée en puissance durant tout le XXe siècle. Désormais, on est sur un monde qui est non seulement bilatéral, mais on est véritablement dans un contexte affichant une forme de déglobalisation. C'est le retrait et peut-être la perte de puissance à terme des États-Unis. Tout cela doit nous amener à prendre conscience des réalités des choses, de ce qu'est finalement dans cette guerre économique le pouvoir que peut reprendre et de la puissance que peut retrouver l'Europe, et en particulier la France, dans tout cela. Il faut s'inspirer de ce qui existait déjà. L'histoire, finalement, n'est qu'un fil conducteur dans l'histoire des hommes. Et c'est, comme disait le poète Frédéric Mistral, les arbres aux racines profondes qui montent haut. Eh bien, la France a des ressources exemplaires. Et si elle veut bien s'affranchir de ce lien de vassalité qui a été construit sous couvert de guerre économique, alors que, selon Montesquieu, le doux commerce devait apporter la paix durable, eh bien, dans ce contexte de guerre économique, il faut œuvrer à reconstruire cette puissance et l'outil industriel. Alors, ce sont tous les efforts de réindustrialisation aujourd'hui à l'œuvre, mais plus largement encore, ça signifie recouvrer sa souveraineté. La souveraineté qui a été déjà définie, qui est d'abord une notion politique, définie par Jean Bodin au XVIIe siècle, et qui constitue finalement que la maîtrise et l'indépendance dans ses décisions, dans ses choix, aussi singuliers soient-ils, et qui permettent d'être une troisième voie dans le monde. Cette souveraineté, elle est nécessaire dans tous les domaines politiques, dans les domaines juridiques, dans les domaines économiques, industriels et commerciaux. Ça veut dire retrouver la maîtrise, non seulement sur son territoire, mais également en capacité de projection. Nous avons fait le choix, voici plusieurs décennies, du nucléaire, à savoir d'une énergie aujourd'hui finalement relativement décarbonée, qui permet d'avoir des ressources en parfaite autonomie, mais cette autonomie, elle se gagne uniquement parce que nous avons des approvisionnements stratégiques sécurisés. Donc ça signifie que la souveraineté, c'est aussi être en capacité de pouvoir maîtriser une chaîne complète. Dans le numérique également, la souveraineté numérique est un impératif. On voit à l'œuvre des agresseurs en matière numérique que sont les big tech, qu'ils soient américains ou chinois. Et dans ce cadre-là, il faut être en capacité de recouvrer également la pleine maîtrise du cyberespace. Un cyberespace qui se compose de 3 couches, une couche infrastructure, les réseaux, les câbles sous-marins, les data centers, etc. Une couche logicielle, à savoir tout ce qui est programmation, solutions numériques, applications, et enfin la couche donnée, à savoir la couche cognitive ou informationnelle. Si simplement une seule de ces couches fait défaut, nous sommes en état de dépendance. Donc il faut être en capacité de retrouver cette indépendance technologique, aussi bien au niveau français, mais même à plus large échelle, au niveau européen. Et pour ça, c'est un défi qui nous attend, sans quoi nous ne serons plus en mesure et en capacité de pouvoir exister face à la montée en puissance de ces grandes puissances rivales, précisément. Donc voilà, les enjeux de souveraineté, c'est cela qui nous permettra de gagner la guerre économique. Gagner la guerre économique, c'est bien évidemment vouloir la paix, mais la guerre est un fait. Donc à partir du moment où on l'accepte, où on en a simplement conscience et que l'on souhaite se donner
avec une certaine détermination les moyens, les pouvoirs, enfin, c'est le fait de pouvoir et vouloir finalement retrouver ces instruments de puissance. Il s'agit donc de pouvoir affirmer et plonger dans ces vraiment racines profondes avec tous les leviers, toutes les ressources, à la fois technologiques, à la fois industrielles, les savoir-faire ancestraux. En France, l'industrie du luxe est notamment un des ressorts actuels et un des leviers qui d'ailleurs a largement résisté à la crise économique, on l'a vu. Et cette crise économique justement à laquelle je fais allusion, a été révélateur, finalement révélatrice, de ces carences, de ces imperfections et de ces finalement liens de dépendance étroits, y compris sur des produits de première nécessité. Donc cette réflexion en matière de regain de souveraineté doit être profonde. Alors certains diront que les temps ne sont pas encore venus pour retrouver cette indépendance, cette autonomie, même si elle est souhaitable. Nous avons dans le corpus juridique et même sous forme de doctrine, néanmoins, des ressources, des moyens et des concepts. Si l'on veut parler de souveraineté, elle doit s'inscrire, et elle s'inscrit d'ailleurs dans les textes, que ce soit la Constitution de la Ve République, mais également sous l'angle de la sécurité nationale. Et là, on peut précisément prendre exemple sur les États-Unis, qui ont ce concept de sécurité nationale, qui, tout en étant une grande puissance, un empire, a un regard et finalement une approche qui reste très nationale. Et le concept de sécurité nationale n'est pas que l'emploi des forces armées précisément, c'est la paix sociale, c'est la cohésion nationale, c'est tout ce qui fait qu'un pays va gagner en matière de sécurité intérieure et également en matière de projection extérieure, sachant que dans le concept américain de sécurité nationale est inclus précisément la souveraineté économique, alors s'il n'est pas dénommé souveraineté, en tout cas c'est la sécurité économique, et cette sécurité économique doit véritablement être désormais un objectif prioritaire, et c'est ce qui nous permettra véritablement de gagner cette guerre économique.